Alors, merci à tous les deux d'être ici. Alors, Marie Leclerc, j'avais envie de commencer justement par l'article que vous signez dans la revue Liberté. Vous expliquez très bien là-dedans qu'est-ce qui vous a amené à l'écrire, ou en fait, qu'est-ce qui a alimenté votre réflexion. Donc, 2 articles à la une du Devoir, parus en 2011. Les 2 parlent de suicide, mais en des termes très différents. Alors, pouvez-vous nous raconter un peu? Oui, oui, effectivement. En fait, c'était pendant le printemps arabe. En fait, pour ceux qui n'ont pas lu l'article, je vais le résumer un petit peu. À la une du Devoir, il y avait 2 articles comme placés en côte à côte, sans qu'il y ait aucun lien fait ébauché entre ces 2 articles-là. Et donc, dans le premier, on racontait un petit peu qu'est-ce qui avait conduit Mohamed Bouazizi, qui est un jeune Tunisien qui, par son suicide, par immolation, en fait, a été un petit peu ce qu'on associe au déclenchement du printemps arabe. Et on racontait son histoire. Donc, il y avait sa sœur qui était citée, puis qui disait, dans le fond, qu'il avait été exposé à vraiment plusieurs injustices. Il travaillait comme vendeur itinérant. On lui avait confisqué son permis, confisqué ses affaires, et là, il était vraiment comme au bout du rouleau. Puis finalement, on comprenait assez bien ce qui l'avait mené là. Et juste à côté, donc, c'était un autre article où là, c'était le père d'un jeune Québécois qui s'était lui aussi enlevé la vie. Et ce père-là, comme dans plusieurs articles qu'on peut retrouver, qui vont un petit peu ressembler à ça, en fait, parlait du suicide de son fils. Puis on insistait beaucoup dans l'article sur le fait qu'il n'y avait pas d'accessibilité au système de santé au Québec, que ça avait été comme très difficile de recevoir de l'aide. Et donc, le père présentait aussi un film qui voulait témoigner un petit peu de ça, mais dans la couverture de l'article, il n'était question que donc de ce problème de santé mentale. C'était très frappant, en fait, de voir à quel point le même phénomène, le suicide, était traité de manière tellement différente. Donc, jamais il était question de problème de dépression chez Mohamed Bouazizi. Et en même temps, jamais du côté du jeune suicidé québécois, on savait, qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Qu'est-ce qui a mené ce jeune homme-là au suicide? Et c'est un problème, en fait, qui m'a frappée, puis on pourra en trouver de multiples exemples de ça. Encore récemment, vous vous souvenez, ce pilote d'avion qui a fait s'écraser un avion en Europe. En fait, dans la couverture médiatique de ça, bon, évidemment, on a entendu éventuellement qu'il était déprimé. Mais en fait, ça ne veut rien dire. Ça ne veut strictement rien dire. On aurait pu dire qu'il était diabétique ou qu'il avait le cancer du côlon. C'est pas du tout... La dépression n'est pas un modèle explicatif du fait de faire s'écraser un avion rempli de co-citoyens. Donc, ça a un petit peu parti, justement, cette réflexion pour essayer de voir, c'est quoi les mots, en fait, qu'on utilise, puis comment ces mots-là peuvent jeter peuvent vraiment jeter un voile, en fait, plutôt que d'éclairer une réalité. Au Québec, en Amérique du Nord, on insiste beaucoup sur le fait que la détresse psychologique est une maladie. Il y a même le ministère de la Santé qui fait des grandes campagnes de sensibilisation ça part d'un bon sentiment, finalement. On veut insister sur le fait que la dépression, c'est pas une question de faiblesse, c'est vraiment une maladie, un trouble, une molécule dans le cerveau, quelque chose qui tourne pas rond. Mais peut-être, je vais m'adresser à vous, Jean-Claude Saint-Onge, est-ce que la dépression est vraiment une maladie au sens où on l'entend dans l'univers biomédical? On parle de déficit de sérotonine, mais c'est pas prouvé, finalement. Bon, je pense que c'est pas une faiblesse. Quand vous êtes victime d'un tremblement de terre ou bien que vous avez perdu votre conjoint, par exemple, c'est normal de déprimer. C'est pas nécessairement parce que vous avez une maladie. Alors, c'est certain que vous avez des symptômes, c'est certain que vous déprimez, mais la thèse dominante à l'heure actuelle, depuis à peu près 1980, sous l'influence de la psychiatrie américaine et puis sous l'influence de l'industrie pharmaceutique, c'est que toutes les maladies mentales, d'ailleurs, c'est pas un terme que j'aime beaucoup, maladie mentale, parce que quand on veut insulter quelqu'un, on dit que c'est un Christ de fou. Donc, je préfère parler de détresse psychologique. Alors, donc, on pense effectivement, je veux dire, depuis ce temps-là, que les maladies mentales, toutes les maladies mentales sont des maladies biologiques. Et puis, la dépression, comme le TDAH, comme bien d'autres, ce serait causé par un déficit d'un neurotransmetteur ou de 2 neurotransmetteurs ou 3 ou 4, on ne sait pas, véritablement, dans le cerveau. Alors, par exemple, la dépression serait causée par un manque de sérotonine dans le cerveau.
Or, on a constaté effectivement, après 40 ans de recherche intensive, et puis le premier psychiatre qui avait mis de l'avant cette théorie-là, Ashcroft, qui est un psychiatre écossais, a été le premier à la récuser, a été le premier à l'abandonner. Et puis, il n'y a aucune preuve, effectivement, que la dépression serait causée par un manque de sérotonine. Même que l'APA, l'American Psychiatric Association, en 1999, avait écrit un texte où on disait qu'il n'y a pas de preuve que c'est causé par un manque de sérotonine. Et pourtant, par la suite, plusieurs présidents de l'APA ont continué à mettre cette théorie-là de l'avant. Dans la promotion de l'industrie pharmaceutique, on continue à en parler comme ça. Et puis, il n'y a pas très longtemps, je rencontrais, par exemple, un de mes anciens étudiants au gym, et puis il me disait que sa blonde était déprimée, puis là, le médecin lui avait dit que si elle était déprimée, c'est parce qu'elle manquait de sérotonine. Alors, il n'y a aucune preuve que c'est causé. Il n'y a aucun diagnostic du DSM. Et puis, quand vous comptez les sous-types, vous en avez aujourd'hui à peu près 400. Il n'y a aucun de ces diagnostics-là pour lesquels il existe un marqueur biologique, un test, une prise de sang, un scan, une imagerie fonctionnelle, etc. Il n'y a aucun de ces diagnostics-là. Et c'est David Kupfer qui le dit très clairement. Il dit à un certain moment donné, puis ça c'est en 2013 qu'il le disait quand le DSM-5 est sorti, il disait il n'y a aucun marqueur biologique pour aucun des diagnostics qu'il y a au DSM. Et il ajoutait même, c'est pas demain la veille qu'on va en avoir. Même pour les troubles plus sévères, si on pense à la schizophrénie. Même pour les troubles plus sévères, y compris la schizophrénie. Parce que la schizophrénie, encore une fois, ce serait un manque de dopamine, cette fois, un excès de dopamine. Le TDAH, c'est un manque. D'ailleurs, on prend toujours les 3, 4 mêmes neurotransmetteurs, et puis on leur met tout sur le dos. Alors, c'est absolument extraordinaire. Et puis, les neurotransmetteurs, on a peut-être identifié ça, puis il y en a peut-être encore des centaines qu'on ne connaît pas. Le cerveau, là, c'est tellement complexe. Là. Il y a un prix Nobel de médecine qui disait à un certain moment donné, un neurologue, qui disait que ça va nous prendre au moins 100 ans pour comprendre le cerveau, peut-être un millénaire. Vous voulez ajouter quelque chose? Bien, peut-être juste, en fait, dire je dirais qu'il y a toujours... deux volets, en fait, à ça. C'est que c'est vrai que, d'une part, on va méprendre des corrélations avec une causalité. Donc, il peut y avoir, quand on fait des études, on pourrait très bien voir que, par exemple, un bon pourcentage de gens déprimés qui ont une baisse de sérotonine. Puis d'ailleurs, on a toujours l'impression que la sérotonine, on l'a dans la tête, mais en fait, on a beaucoup plus de récepteurs au niveau du système digestif que dans le cerveau. Ça, c'est la première chose. C'est pour ça que ça marche souvent, ces médicaments-là. Des maladies du cerveau ou des intestins? C'est ça, pour bien d'autres choses. Donc, ça c'est un premier volet. Donc, puis le deuxième problème, c'est que même quand, effectivement, on trouve des corrélations, en fait, qui sont importantes. Donc, si on arrive, par exemple, à montrer que dans un bon nombre de cas, disons qu'il y a une baisse de sérotonine, le problème, c'est que avec le diagnostic, avec la façon dont sont faits les diagnostics, c'est qu'on a regroupé un paquet d'individus qui, finalement, sont fort différents. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous pouvez vous retrouver en baisse d'énergie, en manque de motivation, et il y a beaucoup plus de différences entre les gens que de similitudes. Ce qui fait que l'idée de trouver justement un marqueur à partir des diagnostics actuels, c'est une des raisons pour lesquelles, effectivement, les psychiatres qui travaillent sur le DSM se rendent compte, en fait, qu'on n'y arrivera pas parce que les systèmes de classification... On a des problèmes avec nos diagnostics à la base. Donc, on a aussi des problèmes à réunir les recherches et les diagnostics. Mais en tenant un discours comme ça, comme celui-là, est-ce qu'on risque pas... Est-ce qu'on n'incite pas des gens qui ont peut-être besoin de médicaments à laisser de côté leurs médicaments en leur disant que c'est pas une maladie, c'est pas vrai que c'est un déficit de... les antidépresseurs, ça aide quand même certaines personnes. On voit que la hausse des prescriptions d'antidépresseurs est corrélée quand même avec une diminution du nombre du taux de suicide. Bon, c'est sûr qu'on peut pas prouver que c'est lié, mais est-ce qu'il ne faut pas être prudent quand même? Mais ça, je pense que c'est sûr que de répondre oui ou non directement dans ces questions-là, c'est toujours très délicat parce que, dans le fond, les gens prennent des médicaments pour toutes sortes de raisons, dont une est effectivement le fait d'avoir un diagnostic, mais aussi parce que c'est souvent le seul traitement qui est disponible.
Et c'est l'offre qui est là en ce moment. Alors, effectivement, si on est extrêmement mal, puis ça, on le vit quotidiennement, les cliniciens, avec des gens qui sont très, très mal, ils se sont dit, bien, je suis tellement mal, là, je peux juste l'essayer, puis on va voir. En fait, les gens sont pas fous, là. S'ils prennent des médicaments, c'est parce qu'ils veulent, dans le fond, en faire aussi de l'expérience éventuellement, puis qu'il y a aussi tous ces facteurs-là qui sont véhiculés, qu'on le sait que ça a aidé certaines personnes. Mais ça ne les a pas tous aidés. Puis souvent, dans l'expérience individuelle, en fait, il y a une phase au début qui fait, bon, c'est souvent le premier geste aussi qui est associé au fait d'être pris en charge, en fait, d'être entendu par quelqu'un. Donc, on commence à s'intéresser à cette souffrance-là. Puis après, c'est très difficile de départager, bien, qu'est-ce qui a aidé? Alors, si effectivement on s'en est sorti, on se dit, bien, je suis peut-être plus prudente de garder ça, puis en voyant aussi individuellement, bon, qu'est-ce que ça fait, quel effet secondaire. Puis ça, c'est quelque chose qu'on voit très fréquemment quand on accompagne les gens au long cours. Mais je pense que ce qui est important, c'est que ça soit une décision qui soit bien éclairée. Et c'est sûr que ça ne peut pas se faire avec un médecin qui nous voit pendant 5-10 minutes. Oui, pour faire un peu du pouce sur cette question-là, il y a des chercheurs qui ont obtenu, grâce à l'accès à l'information, la loi d'accès à l'information, toutes les études qui ont été soumises par les fabricants des nouveaux antidépresseurs, comme par exemple les ISRS, les inhibiteurs sélectifs de recapture de la sérotonine, comme Prozac, Paxil et compagnie. Et puis, ils ont fait une analyse indépendante. Ils se sont aperçus, finalement, qu'il y avait à peu près la moitié des études qui étaient négatives, qui montraient que l'antidépresseur n'était pas plus efficace que le placebo. Et puis, il y en a juste une de ces études-là qui n'a pas été publiée, et puis les autres, effectivement, je veux dire, la majorité des autres n'ont pas été publiées. La vaste majorité des autres. C'est important que les études négatives soient publiées avec les études positives, parce que c'est comme ça qu'on apprend les choses. Et puis, il y a un autre chercheur, Irving Kirsch, qui a analysé justement ces essais cliniques-là, puis qui s'est aperçu que dans la dépression légère à modérée, l'antidépresseur n'était pas plus efficace que le placebo, et puis que c'est dans la dépression sévère, cependant, qu'il y avait une différence, mais une différence d'à peu près 3 points de pourcentage, de 3 points sur 51. Alors, bon, on a exagéré énormément les effets désirables des antidépresseurs, et puis on a sous-estimé très grandement les effets indésirables des antidépresseurs. Bon, on sait, par exemple, qu'effectivement, je veux dire, les antidépresseurs, il y en a qui sont incapables de les métaboliser. C'est peut-être 3 à 10 % de la population qui sont incapables de les métaboliser. Et puis, ces gens-là accumulent à ce moment-là la sérotonine ou la noradrénaline, selon l'antidépresseur que vous prenez. Et puis là, il se produit une espèce de tempête dans le cerveau. Ils deviennent extrêmement agités, homicidaires, suicidaires. Et là, ce n'est pas 2 cas, 3 cas. Il y a des centaines de cas à travers le monde. J'ai un ami à Toronto, David Carmichael, qui a tué son enfant après avoir pris du Paxil. Je dis son nom parce qu'il est sorti avec ça. Il y a même une vidéo que vous pouvez voir sur Internet là-dessus. Il est allé à procès et puis il a été exonéré. J'ai une personne très proche de ma famille, encore une fois, je veux dire, avec du Paxil, qui à un certain moment donné, puis j'avais même pas fait le lien, puis j'étais au courant, qui est allé dans son garde-robe, qui a pris une ceinture, puis qui a essayé de s'attacher. Puis là, finalement, elle a dit non, c'est pas la façon de faire. Alors, il y a des centaines de cas comme ça. Il y en a qui sont aidés, effectivement. Beaucoup d'essais cliniques montrent que c'est un petit nombre. Et puis, mais il y en a aussi qui subissent des effets indésirables extrêmement graves. 60 % des gens, une étude en Nouvelle-Zélande, bon, vous n'aimez pas ça entendre parler des études, mais je veux vous en parler quand même, parce qu'il y en a des bonnes, puis il y en a des pourries, il y en a qui ne valent pas un clou. Mais les études auxquelles moi je me réfère, c'est celles qui ont une certaine valeur quand même. Il y a 60 % des personnes, par exemple, qui prennent des antidépresseurs, qui ont des problèmes sexuels absolument incroyables. Inhibition, par exemple, de l'orgasme, etc. Ça va mal dans votre couple, vous prenez un antidépresseur, imaginez si ça vous a arrangé. Bon, et puis, il y en a aussi un très grand nombre qui rapportent qu'ils ne réagissent plus aux choses qui les dérangeaient auparavant. Ils n'ont plus d'émotion. Moi, si mon pilote d'avion ou mon médecin prenait un antidépresseur, là, je pense que j'aimerais pas ça. Il y en a 39 % qui perdent toute forme d'empathie envers les autres. Alors, ça pose des gros problèmes. Non seulement ça, mais il y a beaucoup d'études, puis il y a 4, 5, 6 études qui vont dans le même sens, qui montrent que les gens, par exemple, qui suivent une psychothérapie, ont 2 fois moins de chances de retomber en dépression
que ceux qui prennent un antidépresseur. Alors, et puis, sa loi, le commissaire à la santé du Québec disait qu'il faudrait que l'assurance médicaments couvre les psychothérapies. Puis il n'y a pas rien que les psychothérapies. L'acupuncture a été démontrée pour la dépression légère et modérée, efficace. L'exercice, évidemment, c'est difficile de faire de l'exercice, je le sais, surtout à mon âge, 74 ans. Mais donc, il y a des alternatives. Alors, c'est ça qu'il faut regarder. Il y a des alternatives, puis malheureusement, ces alternatives-là, puis pas seulement que ça, mais par exemple, une personne qui déprime, une personne très âgée qui déprime parce qu'elle est isolée, je veux dire, est-ce que la solution, c'est de lui donner un antidépresseur? Ou bien non, c'est de faire en sorte, je veux dire, je ne sais pas, qu'on trouve des moyens pour lutter contre l'isolement des gens, qu'on trouve des moyens pour lutter contre la pauvreté, puis tous ces problèmes-là. Oui, Marie-Leclerc, j'allais vous demander justement, en ayant trop vite une lecture biomédicale de la détresse psychologique, en recourant tout de suite aux médicaments, est-ce que finalement on ferme les yeux sur les réelles racines de cette détresse psychologique-là, les racines peut-être personnelles, mais aussi sociales, comme M. Sainton, je viens de dire, les inégalités sociales, etc. Bien, c'est clair, puis je pense que ça pose tout le problème, c'est qu'en ce moment, le choix est laissé finalement, on pourrait dire, à l'individu. Puis encore, on présuppose que l'individu serait bien informé, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Donc, avoir l'information sur l'ensemble des traitements, par exemple, qui pourraient être disponibles. Mais bon, c'est laissé à l'individu. Puis effectivement, je pense que là où c'est... Puis à la limite, si l'individu est bien accompagné dans ses choix, passe toujours à aller, qu'il prenne un médicament, qu'il n'en prenne pas. S'il y a quelqu'un qui est là, qui se préoccupe aussi des effets secondaires, c'est une chose. Le problème, c'est que collectivement, tout y passe. Puis ça c'est un grave problème au sens où, étant donné que les médicaments sont remboursés, ça devient un peu comme un bar open. Et le fait justement qu'on soit dans une espèce de quête individuelle du diagnostic et même sociale, ça veut dire que, par exemple, quand il y a un problème à l'école, on va voir le médecin. Quand il y a un problème au travail, on va voir le médecin. Donc, ça fait en sorte finalement que collectivement, on s'en occupe plus. Puis après ça, bien, on n'a plus de ressources. Puis c'était soulevé un petit peu tout à l'heure, toutes les questions de l'accessibilité aux soins de la santé. Mais il faut se demander aussi, est-ce que un des problèmes, c'est parce que le système de santé s'occupe de trucs qui ne relèvent peut-être pas du système de santé, justement, mais de l'éducation puis de la possibilité de prendre bien soin, en fait, les uns des autres. Si on attend que tout le monde soit en déséquilibre de sérotonine pour les ramasser puis leur donner des médicaments, bien, on n'agit jamais sur les racines du problème. Alors, je pense que ça, c'est clair que, bon, on le voit avec les psychothérapies, sont pas remboursées, mais c'est difficile aussi pour les organismes communautaires, en fait, d'avoir du financement. Et il n'y a pas de limite au nombre de consultations qu'on peut faire pour recevoir, en fait, un diagnostic. Pas de limite au nombre d'essais de médicaments qu'on peut faire pour la dépression. Il y a souvent des gens qui vont essayer 4, 5, 6 formes de médicaments. Et tout ça, ça coûte très cher. Et sans parler, pour revenir peut-être au sujet du TDAH, en ce moment, il y a une véritable épidémie dans les bureaux des médecins, dans les bureaux des psychologues, de gens qui pensent avoir le TDAH. Des gens souvent qui fonctionnent bien, en fait, mais qui sentent que c'est pas tout à fait ça. Ils pourraient peut-être être un peu mieux, tu sais. Le sentiment d'inadéquation est très largement répandu, en fait. Donc, ça fait... Ou alors, on peut se préoccuper aussi, notre enfant, il pourrait être plus performant que ça. Donc, tout ça, en fait, ça coûte très cher parce qu'en fait, il y a non seulement les gens qu'on traite, mais il y a aussi tous ceux à qui on finit par dire que, ben non, c'est pas ça, il faut regarder ailleurs, en fait. Puis, il y a des deuils à faire, des fois, on est tous différents. Alors, je pense que si tout cet argent-là va là-dedans, bien, c'est sûr qu'après ça, on est démunis, puis on se sent super impuissant. Puis ça, c'est peut-être le dernier aspect, parce que j'entendais les deux médecins parler. Je pense que le manque d'empathie des médecins, à la longue, vient aussi du fait qu'ils se sentent impuissants parce qu'ils donnent des médicaments puis ça marche pas, puis les gens sont encore pas bien, puis ils reviennent, puis ça va comme pas mieux, alors ça devient très décourageant, puis c'est pas très tentant après ça d'aller ouvrir quand on sait pas quoi faire avec. Est-ce que c'est la solution que les médecins deviennent anthropologues, sociologues, etc.? Je suis pas sûre. Là, c'est peut-être trop lourd à porter aussi comme responsabilité.
Sur cette question-là de la multiplication des diagnostics et puis la multiplication du nombre de prescriptions, aux États-Unis, sur une période de 26 ans, par exemple, les prescriptions pour les antipsychotiques, qui sont des médicaments extrêmement puissants, les antidépresseurs, ont augmenté de 4800 %. Et puis ici, au Québec, sur une période de 10 ans, l'augmentation de psychostimulants, ça a été multiplié par 4 en 10 ans. C'est énorme. Bon. Et puis, ce qu'il faut voir, c'est que une des raisons, il y a plusieurs raisons, là, il n'y en a pas seulement qu'une, mais c'est que la psychiatrie américaine particulièrement, et puis on a été très influencé par ce modèle-là, la psychiatrie américaine et l'industrie pharmaceutique ont redéfini les maladies. Hein, on a élargi le périmètre de ce qui constitue une maladie mentale. Avant, vous aviez la dépression endogène, qui est la dépression très sévère, là, mais très dure. Là. Puis vous aviez la dépression exogène, là, qui est la dépression situationnelle. Tu déprimes après un tremblement de terre, tu déprimes après une peine d'amour. Qui c'est qui n'en a pas eu de peine d'amour? En tout cas, vous êtes bien chanceux si vous n'avez pas eu. Moi, j'ai eu mon lot de peine d'amour. Non, pas tant que ça, là. Bon, mais... alors, donc, on redéfinit les maladies. Puis, avant, on prescrivait des antidépresseurs parce qu'on considérait qu'ils étaient très dangereux, parce qu'ils couraient un risque de suicide. On les prescrivait uniquement pour la dépression très grave, la dépression mélancolique. Mais on a tout redéfini ça, on a abandonné cette distinction-là, et puis on a tout regroupé ça sous le même parapluie, la dépression majeure. Puis là, on s'est mis à prescrire des antidépresseurs à tout le monde. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on abaisse les seuils des différentes maladies. En 1994, par exemple, avant 1994, dans le DSM, ça prenait 8 critères pour mériter un diagnostic de TDAH. On l'a baissé à 6. Et puis, les experts du DSM, y compris, par exemple, Alan Francis, qui était le président du DSM à cette époque-là, s'attendaient à une augmentation du nombre de cas de 15 %. Il y en a eu 200 %. On invente, par exemple, des nouvelles maladies. Il y a une nouvelle maladie là, qui vient de rentrer dans le DSM-5, là, ça s'appelle le trouble neurocognitif mineur. C'est oublier des choses en vieillissant. En tout cas, moi, je vous garantis que je l'ai au cube, celui-là. J'ai 74 ans, comme je le disais, puis je m'en vais acheter une pinte de lait au magasin. J'achète 3 autres affaires, puis j'oublie ma pinte de lait. C'est pour ça que j'ai pris un appartement à 50 mètres du magasin. On invente aussi vraiment là, de toutes pièces des maladies, comme par exemple le trouble prémenstruel très, très sévère. Ça s'appelle maintenant le trouble dysphorique prémenstruel. C'est une maladie mentale qui figure au DSM-5. Alors, c'est le trouble de l'hyposexualité, le trouble du manque de désir sexuel. C'est aussi une maladie qui figure au DSM-5. Et puis, là, on a estimé qu'il y avait 43 % des femmes qui souffraient de ça. On leur a posé quelques questions, puis s'ils répondaient, comme par exemple, est-ce que vous avez eu un manque de désir sexuel au cours des 2 mois précédents? Est-ce que vous avez eu un manque de lubrification? Puis là, on vient d'inventer une pilule LADI. Hein? Là, il y a une pilule. On dit que c'est du Viagra féminin, mais c'est pas pantoute du Viagra féminin. Hein? Le Viagra, ça agit sur un mécanisme pur et simple, alors que là, c'est supposé agir sur le désir sexuel. Et puis, on s'est aperçu dans les essais cliniques, finalement, que les femmes qui prenaient un placebo avaient 0,05 relations sexuelles satisfaisantes de plus par mois, et les femmes qui prenaient le médicament, c'était une relation sexuelle satisfaisante de plus par mois. Et puis, il y a beaucoup d'effets indésirables avec ce médicament-là, parce que, surtout, quand vous prenez de l'alcool, et on a fait un essai clinique, imaginez ça, avec 23 hommes et 2 femmes, pour tester la sécurité du médicament avec l'alcool. Hein, il peut faire baisser votre pression artérielle, vous pouvez tomber dans un coma, etc. En tout cas, c'est absolument incroyable. Et ça avait été rejeté 2 fois par la Food and Drug Administration, puis finalement, à cause des pressions, puis des pressions, puis des pressions, ils l'ont finalement adopté. Mais vous faites référence au DSM, donc qui existe depuis... 52. 52, la première version. Il y en avait 106, puis là, on est rendu avec les sous-types à 400. On est 4 fois plus fou qu'avant. La dernière version, donc, qui est sortie en 2013. Mais Marie Leclerc, pardon,
on discutait un peu cette semaine, puis vous me disiez, est-ce que c'est vraiment le DSM qui est en train de nous rendre tous fous d'une certaine façon? Vous me disiez, non, c'est quelque chose qui existe depuis même le Moyen-Âge. Vous me parlez de peinture de Jérôme Bosch. Je trouvais ça intéressant. Vous pourriez en parler un peu? Oui, bien en fait, c'est ça, c'est que les tendances qu'on observe, puis les problèmes associés au DSM, en fait, c'est pas le DSM les a comme pas inventés, mais les révèle, je dirais, très bien. Au sens où l'idée en fait, c'est comme si, dans le fond, il faut comprendre c'est quoi l'intérêt un peu des experts qui sont derrière, puis de comprendre le point de vue qu'occupent les psychiatres dans le monde, parce que c'est vraiment un outil de l'APA, l'Association américaine des psychiatres. Et essentiellement, les psychiatres, ce sont des gens qui ont observé des gens qui déviaient pas mal des normes, finalement, des normes sociales. Et ça change, en fait, avec les époques. Donc, nécessairement, le contrat social fait toujours en sorte qu'il y a des exclus, mais qui est exclu peut changer selon qu'il faut tous avoir la même sexualité, tous être super performants, mais ça va produire un genre d'exclus un petit peu différent. Mais l'idée de médicaliser, en fait, les exclus, ça, c'est vraiment pas nouveau, en fait, dans le sens qu'on sait très bien que le contrôle de la folie est passé d'un univers, bon, d'abord religieux, et éventuellement, c'est plutôt la médecine qui a eu tendance à s'en occuper. Puis quand je présente justement le DSM-5, je l'introduis toujours avec une toile de Jérôme Bosch, qui est un peintre flamand du 15e siècle. Et il y a une super toile, en fait, qui s'appelle « Extraction de la pierre de folie ». Et dans le traitement proposé du sujet par Jérôme Bosch, on voit vraiment 4 tendances qui sont toujours à l'œuvre, en fait, dans le DSM-5, puis qui a été à l'œuvre tout au long du DSM. En fait, le premier, c'est vraiment, donc, extraction de la pierre de folie. On voit un homme qui est en train de se faire enlever sa pierre de folie, le cerveau un peu ouvert, par un bonhomme qui porte un genre de cône sur la tête. Et donc, ça montre que, dans le fond, les interventions de type biologique, en fait, ils ont toujours suscité plus l'intérêt de la psychiatrie que toutes les autres. Et ça, les historiens qui se penchent, en fait, sur les publications en médecine, sur les histoires de cas même au temps fort de la psychanalyse, en fait, il y a toujours eu plus de publications sur les études à saveur plus biologique. En fait, il y a toujours eu aussi une préoccupation pour le traitement moral des fous, en fait, qui a commencé avec Pinel. Mais quand on regarde ce qui se produisait comme recherche, comme étude, comme intérêt, c'est jamais aussi nombreux, en fait, c'est jamais aussi prévalent que la question biologique. Et ça, c'est vrai encore de nos jours. En ce moment, ce sont beaucoup les techniques en neuro. Et on a un peu passé les antidépresseurs, là, les neurotransmetteurs, puis on est à fond dans les études d'imagerie. On essaie de regarder qu'est-ce qui se passe, en fait, dans le cerveau. Donc, cette tendance-là, elle est bien là. La deuxième qu'on voit, en fait, c'est que, bon, d'une part, le chirurgien, il n'est pas seul. Il est accompagné, il y a le patient, il y a le chirurgien par-dessus, puis il y a un religieux qui a l'air d'être en train de l'invectiver, puis il y a une religieuse qui tient un livre dans ses mains. Puis ça n'a vraiment pas l'air d'être l'harmonie entre toute cette équipe de soins. Et encore maintenant, toute la question du partage, en fait, des pouvoirs des soignants aussi, ça va beaucoup influencer, en fait, la manière dont les soins vont se donner. Puis c'est pas du tout évident de développer des discours. On le sait que c'est biopsychosocial, là. Tout le monde le sait. Tout le monde l'apprend au bac dans toutes les disciplines, mais le bio finit toujours par monter, avoir plus de pouvoir que les deux autres aspects. Troisième chose, l'homme qui se prête à l'opération, en fait, dans la toile de Bosch, contrairement à d'autres peintures de lui où on va voir vraiment des gens assez démunis qui concordent peut-être plus à l'idée qu'on pourrait se faire de la maladie sévère au Moyen Âge. Probablement que si vous aviez une schizophrénie au Moyen Âge, c'est difficile de rester aussi corpulent, aussi richement vêtu. Alors, on peut penser qu'il se prête volontairement à cette intervention-là. Comme on le fait tous, en fait. Hein? On va aller chercher l'intervention qu'on pense qui va nous aider. Puis il y a des études en psychologie sociale qui démontrent que quand on n'est pas bien, pour nous-mêmes, on a plus tendance à penser que c'est biologique. Et la maladie mentale, elle n'est pas que mentale, c'est tout le corps qui crache en général. Hein? Donc, quelque chose qu'on ne reconnaît pas, puis on pense que c'est biologique. Puis quand c'est les autres, là, on est plus enclin à trouver que c'est social ou psychologique. Donc, il y a aussi ce biais-là qui fait en sorte que tout le monde est comme... Hein, c'est pas pour rien que Jean Coutu est notre ami. Et c'est parce qu'on a déjà une bonne relation, en fait, avec lui. Dernière tendance, encore là, que j'ai trouvé vraiment frappante quand je l'ai vue, c'est que la scène, elle est, en fait, vraiment dans le champ. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un village en arrière, on voit le clocher d'une église. Ensuite, on voit la potence, l'endroit où sont exécutés les criminels. Puis la scène, elle est complètement dans le champ. Donc,
complètement coupé de tout ce qui permettrait de comprendre, de raconter qu'est-ce que ce monsieur-là a bien vécu pour vouloir qu'on lui enlève sa pierre de folie. On le sait pas. Puis c'est ça qui se passe, en fait. Les psychiatres, ils le savent pas, par définition. Je veux dire, ils sont éloignés du milieu de l'école, etc. Donc, c'est sûr que l'outil qu'ils produisent va, en fait, avoir tous ces biais-là, en fait. Et quand on lit l'introduction du DSM, c'est marqué. Le problème, c'est que personne la lit. Surtout pas les compagnies pharmaceutiques, surtout pas les juges aussi qui se retrouvent pris dans cette situation-là, et surtout pas tous ceux qui vont consulter. Donc, à chaque version du DSM-5, effectivement, on est confronté au même problème. Mais la question, c'est est-ce qu'on attend vraiment que ce soit l'APA qui décide de ça, ou est-ce que c'est plutôt une question qui doit être débattue ailleurs, en fait, et qui, en fait, qui concerne tout le monde, pas seulement les experts, mais qui concerne la société au complet. Marie-Claude, tout à l'heure, parlait des déterminants sociaux de la santé. Bon, j'ai un petit diagramme ici, vous ne verrez quasiment pas, je me demande pourquoi je vous le demande, sur les déterminants de la santé qui a été produit par le Center for Disease Control, le Centre de contrôle et de prévention des maladies aux États-Unis. Ce que vous voyez en noir, là, ce qui détermine la santé, là, c'est la biologie et puis les gènes. Le reste, là, la plus grosse portion, là, c'est le contexte social et puis écologique. Et puis après ça, les soins médicaux et puis les habitudes de vie. OK? Alors, effectivement, il y a probablement des facteurs biologiques qui peuvent intervenir au niveau de certains problèmes de santé mentale, mais en même temps, ces facteurs écologiques-là, ces facteurs biologiques-là jouent probablement un rôle extrêmement mince. Par exemple, dans les études qui ont été faites, dans les études génétiques qui ont été faites sur le TDAH, on s'est aperçu que les enfants TDAH, finalement, il y en avait un petit pourcentage qui exhibait une certaine signature génétique, et puis que les non-TDAH, il y en avait un bon pourcentage aussi. Par exemple, bon, je parle d'une signature génétique, là, les CNV de grande taille, on ne rentrera pas dans les détails, là, mais il y en avait 12 par exemple, chez les TDAH, et puis 7,5 chez les non-TDAH. Si c'était une cause, là, les 7,5 ils seraient TDAH, et puis il y a 88 là, qui sont TDAH puis qui n'ont pas cette signature génétique-là. Alors peut-être que oui, effectivement, je veux dire, les gènes peuvent conférer un risque mineur dans certaines pathologies, certaines conditions mentales, mais en même temps, on n'a pas découvert la cause. Et puis l'imagerie médicale, je veux dire, pour les problèmes psychiatriques n'est pas au point. Et puis, ça va prendre peut-être un bon bout de temps avant que ce soit au point, parce que, je veux dire, il y a des centaines de milliers de neurones qui ne sont pas visibles. Et puis, ce n'est pas le cerveau qu'on voit, là, c'est l'afflux de sang qu'on voit. Alors, c'est une espèce de substitut, une espèce de marqueur qui tient lieu. Ce n'est pas les neurones qu'on voit. Alors, et puis, il y en a beaucoup, des spécialistes de l'imagerie médicale, bon, qui disent que ce n'est pas à cause des limitations de notre technologie, mais c'est à cause de la complexité du cerveau. Et puis, il y a des chercheurs, il y a quelques années, qui ont mis un saumon mort dans un appareil d'imagerie fonctionnelle. Et puis, ils ont noté une activité dans le cerveau du sujet en question. OK? Alors, donc, il y a des limitations à l'imagerie médicale. Et puis, ce n'est pas pour nier l'utilité de l'imagerie médicale, là, mais je veux dire, ce n'est pas des technologies qui sont encore au point en psychiatrie, et ça va prendre bien du temps avant qu'effectivement ce soit au point en psychiatrie. Marie-Claire, vous avez dit que n'importe quel intervenant en santé mentale sait que fondamentalement c'est un problème qui est bio-psychosocial. Et bon, ils ont beau avoir une copie du DSM entre les mains, c'est quand même leur jugement clinique, j'imagine, qui prévaut. Enfin, on l'espère. Est-ce que vous jugez-vous comme psychologue clinicienne que vous manquez de temps, vous manquez de ressources? Qu'est-ce que ça prend pour prendre les gens en charge de façon plus holistique, si on veut? Bien, en fait, comme psychologue clinicienne, je dirais que c'est peut-être plus un problème d'accès, au sens où je pense que c'est très difficile pour les gens d'avoir accès à des psychologues. En général, ça passe vraiment plus par la médecine. Puis d'ailleurs, aussi, c'est qu'avant même que le problème soit reconnu comme un problème mental, ça prend déjà souvent... ça ne se présente pas toujours comme ça. Je veux dire, si vous avez... On n'a pas idée du nombre de personnes qui font juste tomber, à un moment donné. Ça commence par une infection, par-ci, par-ça, puis à un moment donné, il n'y a plus rien qui marche, en fait. Donc déjà, d'isoler un problème comme mental, alors qu'il part d'une complexité puis qui se manifeste par
le corps aussi au complet, c'est déjà autre chose. Donc, je pense que ça justifie que la porte d'entrée soit souvent le médecin de famille, qui en a comme déjà pas mal à faire, là, au sens où il y a déjà souvent plein d'autres choses qui se passent puis sur lesquelles il doit agir. Et donc, généralement, quand les gens arrivent à moi, oui, on a le temps de regarder ça, mais souvent, en fait, ils n'y arrivent pas nécessairement. Puis, je pense qu'il y a aussi, à la limite, le risque pourrait être le même, encore là. Je pense qu'il y a vraiment un gros problème d'accès à la psychothérapie, c'est évident, mais je pense aussi qu'il y a un gros problème d'accès, dans le fond, au communautaire, puis à bien d'autres structures qui peuvent jouer ce rôle-là. Parce que, dans le fond, je lisais à un moment donné, j'avais failli en parler, mais je manquais de temps dans mon article. En fait, je lisais dans un livre de Denis Delage que les Amérindiens, avant l'arrivée des Européens, quand il y avait quelqu'un dans la tribu qui n'allait pas trop bien, en fait, ils faisaient une espèce de conseil, puis ils se mettaient tous ensemble, puis là, ils interprétaient ses rêves. Puis là, ils essayaient de voir c'était quoi le désir, en fait, bafoué, puis qu'est-ce qui faisait que la personne, elle avait comme une mauvaise humeur. Puis en fait, ce travail-là, qui est associé d'ailleurs à l'effet aussi placebo, il est très important. Et je pense que ça, c'est aussi un des trucs qui se joue en fait dans les bureaux des médecins. Ils ne donnent pas seulement des médicaments parce qu'ils pensent que ça marche. Ils en donnent aussi parce qu'ils veulent faire quelque chose. Parce qu'à un moment donné, être confronté à des gens qui vont vraiment pas bien, puis surtout quand s'ils ont l'impression qu'ils ne savent pas trop ou qu'ils n'ont pas le temps d'écouter, ben, c'est être confronté à l'impuissance sur une base comme continue. Alors, de donner quelque chose, ben, c'est au moins... c'est donner un geste de consolation, en fait. Puis, on le sait que l'écoute a vraiment cette fonction-là. Et puis, la psychothérapie, c'est sa base, en fait. C'est l'écoute, c'est le fait d'écouter quelqu'un, d'être patient, d'attendre la mise en récit de ce qui se passe. Mais je pense aussi que ça peut se faire ailleurs. Est-ce que c'est une responsabilité collective, d'une certaine façon? Bien, je pense que oui. En fait, je pense que en tout cas, ça vaut la peine de réfléchir à qu'est-ce qui arrive quand on ne le fait pas. Puis j'ai un autre exemple qui me vient parce qu'avec les résidents en médecine à qui j'enseigne, on les sensibilise beaucoup à cette question-là. Puis des fois, par exemple, ils vont avoir des gens qui ont été comme polytraumatisés ou qui, lors d'une intervention médicale, il y a quelque chose qui peut ressortir d'une histoire qui doit être racontée. Puis le médecin qui est pressé, il y a ses superviseurs qui l'attendent, il est à l'urgence, il y a plein de monde malade. Puis là, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Puis souvent, les résidents nous disent, mais qu'est-ce que je dois faire? Puis en fait, c'est comme si à un moment donné, effectivement, tout le monde doit poser sa pierre parce qu'il y a des histoires à raconter qu'il faut qu'ils soient entendues quand ça se passe, en fait. Puis chacun a, je pense, une responsabilité, en fait, humaine face à ça. Puis on peut tous le vivre, hein. Par exemple, si on manque de se faire frapper par une voiture, ou quand il nous arrive d'avoir presque un accident. Bon, on ne s'est pas fait frapper, tout est correct. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle quelqu'un. Ça ne change pas l'événement. Je veux dire, il n'y a rien à changer, mais c'est naturel. Il faut qu'on puisse le faire porter. Puis je pense que cette partie-là, dans les discours, par exemple, en ce moment, du ministre sur le fait qu'on doit tous avoir un médecin de famille, mais comme pour faire quoi? C'est-tu pour nous écouter? Est-ce qu'ils peuvent vraiment le faire s'ils ont juste comme 20 minutes? Est-ce que c'est vraiment juste de ça dont on a besoin? Je ne suis pas certaine. J'ai l'impression qu'on est dans une confusion totale sur c'est quoi le rôle de la médecine ou des interventions, puis qu'est-ce qui, au contraire, doit être fait par la communauté? Parce qu'effectivement, les médecins sont formés pour intervenir. Mais très souvent, je veux dire, comme par exemple, quand quelqu'un se présente dans le bureau du médecin qui est déprimé, que ça va mal dans sa vie et tout le reste, le médecin, il veut l'aider. Mais des fois, lui, tout ce qu'il a, là, c'est l'antidépresseur. Puis quand tout ce qu'on a, là, c'est un marteau, là, tout ce qu'il y a autour de nous ressemble à un clou. Alors, donc, c'est véritablement ça qui se produit. Alors, il est un peu démuni, il veut faire quelque chose, il veut aider. Puis comme je le disais, comme la moitié des études négatives sur les antidépresseurs n'ont pas été publiées, l'information très souvent qu'il a des compagnies pharmaceutiques et des médecins qu'on appelle des leaders d'opinion qui sont payés par l'industrie pharmaceutique pour rédiger ce qu'on appelle des guides de pratique, des lignes directrices. Bon, cette information qu'il a, elle est incomplète. Il y a combien de médecins au Québec là, qui se sont mordus les doigts, j'en connais, là, après avoir prescrit du Vioxx, là, hein? Parce qu'ils avaient cru le message de la compagnie, que ça ne causait pas de problèmes gastro-intestinaux, que c'était un bon médicament, et puis même que les représentants de la compagnie s'étaient fait dire par leur patron que s'il y a des médecins qui vous parlent de crise cardiaque après avoir pris du Vioxx, vous ne leur répondez pas, vous les référez au quartier général.
C'est la même chose, par exemple, avec le Zyprexa, qui est un antipsychotique, qui peut causer, qui peut causer du diabète. La directive qu'ils avaient reçue de leur compagnie, c'était que si les médecins abordent cette question-là, vous n'en parlez pas avec eux autres. Alors, l'information, puis là, tout à l'heure, on parlait, je veux dire, des problèmes avec la médecine, c'est que depuis à peu près 1980, l'influence de l'industrie pharmaceutique, l'influence des compagnies, par exemple, qui fabriquent des appareils médicaux ou des dispositifs médicaux comme des hanches artificielles, a grandi énormément sur toute la médecine, pas juste la psychiatrie, encore plus sur la psychiatrie, parce qu'on n'a pas de diagnostic, il n'y a pas un test qui va pouvoir identifier une dépression. Alors, toute cette influence-là est importante, et puis très souvent, l'information qui arrive aux médecins est incomplète, elle est biaisée, et puis parfois, elle est carrément manipulée. Alors, donc, les médecins se retrouvent parfois dans des situations extrêmement délicates. Ils ne savent plus quoi faire. Si je ne respecte pas ce que me dit mon guide de pratique, je vais-tu me faire chicaner par le Collège des médecins? Les poursuites, il y en a beaucoup moins ici, mais c'est toujours un petit peu dans la tête de certains médecins une possibilité. Et puis, non seulement ça, mais ils se disent, il faut que je fasse quelque chose. Mais très souvent, l'information dont ils disposent, il n'y a même pas 43% des résultats des essais cliniques qui sont publiés. Alors, comment voulez-vous, je veux dire, à ce moment-là, agir en pleine connaissance de cause? C'est très difficile. Est-ce qu'il y a d'autres modèles qui existent ailleurs? On parle beaucoup du DSM. Bon, c'est un manuel qui est fait par l'Association des psychiatres américains. Il y a beaucoup d'influence en Amérique du Nord. En Europe, par exemple, il y a moins d'influence du DSM. On utilise plus un autre guide, je crois, qui est celui publié par l'OMS. Est-ce que le modèle est différent là-bas? La classification internationale des maladies pour l'Europe, mais le DSM fait de plus en plus son chemin en Europe. Et puis d'ailleurs, on voit le nombre de diagnostics, par exemple, de TDAH augmenter à mesure qu'il avance. Et puis en France, c'est la classification internationale des maladies... La classification des maladies de l'enfant et de l'adolescent. Alors, et d'ailleurs, la Haute Autorité de santé, en 2012, estimait que le TDAH était peut-être 2-3% aux États-Unis. Même eux autres, ils disaient 2 et d'autres études, ils disent 3,5 alors qu'aux États-Unis, une étude qui a été faite par les CDC, par exemple, Centers for Disease Control, il y a 11 des enfants de 4 à 17 ans qui ont reçu un diagnostic de TDAH, puis il y a un enfant sur 5 au secondaire qui a reçu le diagnostic. Là-dedans, il y en a peut-être 80-87 qui prennent les médicaments. Et d'ailleurs, quand vous regardez, par exemple, les directives des agences de santé et puis les pratiques, aux États-Unis, la pratique, c'est de commencer par les médicaments et puis après ça, d'ajouter une psychothérapie si c'est nécessaire, mais il y en a très peu. En France et puis en Angleterre, on réserve les médicaments aux cas les plus graves. Et puis ici, les lignes directrices, par exemple, canadiennes de la CADRA, optent pour une approche multimodale, qui est mieux qu'aux États-Unis, mais en même temps qui implique à peu près nécessairement l'utilisation des médicaments. Alors pourquoi tant, je veux dire, de différences, même de contradictions au niveau des traitements? Pourquoi, par exemple, tant de différences aussi au niveau, par exemple, de la fréquence du TDAH? Pourquoi, par exemple, certains groupes mettent de l'avant que le TDAH est une maladie pour la vie? D'autres disent que c'est 60% qui conservent le diagnostic jusqu'à l'âge adulte. Biederman, qui est le psychiatre américain qui a mis le TDAH sur la carte, a fait une méta-analyse, il parle de 16%. Et puis là, il y a une dernière analyse qui vient de sortir en Nouvelle-Zélande, qui a suivi des gens sur 38 ans, une étude relativement bien faite que j'ai lue. On parle de 5% des adultes qui conservent leur diagnostic. Et puis, les symptômes qu'ils ont ne sont pas les mêmes que les symptômes des enfants TDAH. Vous retrouvez là-dedans? Est-ce que, étonnamment, il n'y a pas des gens qui désirent obtenir un diagnostic? Si on pense aux compagnies d'assurance, par exemple, si ça ne va pas bien au travail, moi, je vais vouloir avoir un diagnostic de dépression, ou si mon enfant a des difficultés à l'école, s'il y a un diagnostic, je ne sais pas...
Celui d'autisme, par exemple, va ouvrir la porte à, à certains services. Bien, c'est clair, parce que dans le fond, dans tout ce que vous dites aussi, c'est que c'est toujours le même problème qui est décrit tel quel dans le DSM, qui est un problème de validité, dans le sens qu'on sait que nos classifications en psychiatrie ne sont pas valides, au sens où c'est des individus différents, les parcours vont être différents, on sait que les réponses au traitement vont être différentes. Donc, tout ça, ça fait en sorte que ça crée énormément de confusion dans les résultats de recherche, effectivement. Excusez-moi, j'ai perdu la question en chemin. Ah oui, il y a des gens qui désirent avoir un diagnostic pour non, mais avoir c'est des ça. services. Le problème, c'est que, étant donné que, en fait, on a pris ces classifications-là avec toute la confusion qui les caractérise, puis qu'on les a mis dans tout le système social, en fait, sans savoir dans quoi on s'embarquait. Tout le monde pense, puis après ça, on essaye de dire, mais c'est pas vrai, finalement, là, ça. Mais en fait, on a oublié le pari, le pari initial, ce qui fait qu'effectivement, on en a besoin. Parce que, dans le fond, ça part de la souffrance, hein, comme je le disais, les psychiatres, ce sont, dans le fond, des spécialistes, des gens qui souffrent. Fait que si vous observez tous les gens qui souffrent, à un moment donné, vous finissez par trouver qu'ils ont effectivement des points en commun. Puis là, vous revisez un peu vos descriptions. Puis là, bien, vous essayez de les aider, puis vous le revisez encore. Mais après ça, quand les gens prennent ça, bien, ils en ont effectivement besoin pour avoir des congés au travail, de l'aide, en fait, à l'école. Donc, le problème devient vraiment complexe. Puis moi, je pense qu'une des conséquences qui me préoccupe le plus, autant individuellement que collectivement, beaucoup plus que prendre ou non le médicament. Ça, à un moment donné, je trouve que, bon, OK, ça va, là, tu sais, on est là-dedans, là, on a plein d'informations, effectivement, qui circulent. C'est très dur de s'y retrouver, mais c'est la mise en récit de tout ça qui devient problématique. Donc, pour l'individu, le risque, c'est encore plus, selon moi, que de prendre un médicament, c'est de s'identifier complètement à cette affaire-là. Donc, mon TDAH me fait faire ci, me fait faire ça, c'est ma dépression. Donc, puis là, il y a une espèce de colmatage de l'identité. Puis, peut-être l'exemple qu'on a eu le plus frappant, en tout cas collectivement, qu'on a pu voir, c'est avec les peuples autochtones, en fait, puis l'histoire des pensionnats. On a parlé combien de temps de la toxicomanie, etc., hein, de tous les problèmes de santé mentale, violence conjugale et tout. Puis combien de temps ça a pris avant que... Puis qui était là aux commissions de réconciliation? Pratiquement personne, en fait. Hein? Puis c'est vraiment plus ça qui va aider, en fait, là, la réconciliation, c'est-à-dire le fait de mettre à jour tout ce qu'une collectivité a vécu, que de les prendre individuellement. Puis effectivement, les gens ont des problèmes de toxicomanie. Effectivement, il y a de la violence conjugale. Mais c'est d'où ça part, c'est important. Puis on se sent mal, parce qu'en fait, on le sait pas, on le sait jamais collectivement d'où ça vient, mais... Puis individuellement, c'est la même chose. Alors, si quelqu'un ait un médicament ou qu'il n'ait pas, moi, ce qui me préoccupe plus, en fait, c'est la possibilité qu'il y ait du temps qui soit donné pour essayer juste de prendre le temps de comprendre qu'est-ce qui se passe, en fait, puis de remettre l'identité en chemin. Puis on reçoit plein de gens, justement, qui viennent pour le TDAH. Puis il y a toujours une vraie souffrance. Puis si on fait juste leur dire « vous n'avez pas de TDAH », ils sont découragés. Parce que ça veut dire qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe, pourquoi ils vont... Puis si, au contraire, on prend le temps de vraiment se pencher sur la situation. Écoutez, on ne pense pas que vous avez un TDAH, mais on voit bien que vous avez plein d'idées suicidaires, que ça ne va pas, là. Il y a plein de choses qui se passent dans vos relations, c'est dur à l'école, puis on va vous aider. Mais ça va, ils n'en veulent plus de TDAH à ce moment-là. Donc, c'est tout. Quand j'enseigne, justement, je pense qu'il y a une grande différence entre évaluer un problème puis poser un diagnostic. Puis ça, c'est écrit tel quel dans le DSM, hein? Ça dit que pour faire une évaluation, on doit aller bien au-delà de ce qui est requis pour poser un diagnostic. Mais ces mises en garde-là, elles ne circulent pas avec le message. Le message, il part tout seul, puis il est perverti. Puis ça, même les psychiatres ne peuvent rien y faire, en fait, à ça. C'est vraiment un phénomène, je pense, qui est beaucoup plus global. Ça fait l'affaire de l'industrie pharmaceutique, c'est sûr, mais même l'industrie pharmaceutique, à part de fermer ses usines, ne peut pas y faire grand-chose à la manière dont on intègre, en fait, cette information-là. Moi, je me souviens, dans les dernières années que j'enseignais, j'avais 2, 3 étudiants qui m'arrivaient à chaque session. Là, moi, j'ai un problème. TDAH, Asperger, etc. Ils s'identifient à leur diagnostic, effectivement. Et puis, quand vous leur dites que c'est peut-être pas ça, c'est d'autres choses, ils sont complètement perdus parce que c'est tellement passé dans les mœurs à l'heure actuelle que oui, effectivement, je veux dire, on pense que c'est quelque chose de vrai qui existe. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, les lignes directrices canadiennes nous racontent qu'il y a jusqu'à 9 enfants sur 10 qui reçoivent un diagnostic de TDAH, qui en reçoivent un autre en plus de celui du TDAH. J'en ai relevé une quarantaine
de ces diagnostics-là. Alors, si ces enfants-là souffrent, effectivement, et s'ils ont des problèmes, c'est à cause du TDAH ou c'est à cause de leur apnée du sommeil, c'est à cause de leur dyslexie? Est-ce que c'est à cause, par exemple, de l'autisme? Parce que beaucoup d'enfants autistes reçoivent aussi un diagnostic de TDAH. Est-ce que c'est à cause d'un autre problème médical? Est-ce que c'est à cause qu'ils sont rendus à l'adolescence? Parce qu'à l'adolescence, la montée des hormones, là, ça fait en sorte que vous êtes programmé temporairement pour vous coucher plus tard. L'école commence trop tôt le lendemain, vous êtes fatigué, vous risquez d'avoir un diagnostic de TDAH. Les enfants les plus jeunes dans leur groupe, là, par exemple, ça a été démontré aux États-Unis, ici, je veux dire en Colombie-Britannique, pas en Nouvelle-Zélande, mais en Islande, les enfants les plus jeunes dans leur groupe, il peut y avoir 1 an de différence entre les plus vieux et les plus jeunes, sont 60% à peu près plus à risque de recevoir un diagnostic de TDAH. Est-ce que c'est un TDAH ou du manque de maturité? Vous dites, Marie Leclerc, que certaines histoires ont besoin d'être partagées, d'être entendues, racontées. Est-ce qu'elles doivent nécessairement être racontées à des professionnels ou est-ce que... Ben non, en fait, je pense que pas nécessairement. En ce moment, c'est à des professionnels qu'on le raconte parce que c'est ça qu'on offre via tout cet accompagnement par la médecine, la médication. Mais en fait, une des conséquences de cette représentation, je pense qu'on a vraiment affaire à une représentation sociale de la maladie mentale, puis qui est partagée par plusieurs acteurs. Là. Ça va bien au-delà de la médecine. Mais dans le fond, c'est que c'est tout notre rapport aux normes. C'est-à-dire que forcément, il va toujours y avoir des exclus. Puis on a intérêt à savoir qu'est-ce qu'ils vivent, en fait, parce qu'à un moment donné, s'il y en a trop, bien, d'une part, ça va sauter. Tu sais, je veux dire, on peut pas, tout le monde ne peut pas avoir tout, puis il y a plein de monde qui n'ont rien, puis on n'écoute pas ce qu'ils disent, en fait. Donc, c'est sûr que les exclus sont toujours bizarres, sont toujours dérangeants, mais en même temps, si on les fait taire complètement, bien, je pense que c'est un problème, puis que la société se prive aussi d'une possibilité de savoir qu'est-ce qu'elle vit, puis en quoi ces normes sont peut-être intolérables, en fait, pour certains. Mais le fait de tout médicaliser, c'est qu'on devient aussi beaucoup plus intolérant face à ça. On se dit, bien, pourquoi il ne va pas se faire soigner, ou qu'il arrête de consommer, c'est fatigant, tu sais, ou à l'école. La frontière entre le normal et le pathologique bouge. Puis ces problèmes-là en fait, on peut voir le même phénomène pour la maladie mentale sévère, hein, parce que dans le fond, ce sont d'abord et avant tout des gens qui finissent par déranger la famille, déranger la société, mais dans le fond, les problèmes comme la dépression, pour l'attention, c'est la même chose, c'est un continuum. Donc, dans les études qu'on fait dans les évaluations, par exemple en neuropsychologie, ils vont évaluer ces fonctions-là sur un continuum. Ils vont pouvoir vous situer par rapport à l'ensemble de la population, par rapport à un groupe de référence. Puis, il y a toujours, nécessairement, c'est une courbe normale, tout le monde n'est pas pareil. Donc, il va toujours y avoir des différences. Puis, qu'est-ce qu'on fait? Comment on les aide? Est-ce qu'on veut que ces gens-là redeviennent comme tous les autres? S'il y a un médicament qui permet de le faire, c'est sûr que les gens vont vouloir redevenir, en fait, comme les autres. Mais je pense que de se priver de l'histoire, c'est très dramatique. Puis, moi, un truc qui me fait vraiment halluciner, j'ai fait une étude sur la politique éditoriale d'un journal. Justement, c'était pour les questions de TDAH et des troubles de la conduite. J'ai regardé sur 20 ans, en fait, toutes les publications qui portaient là-dessus pour voir si c'était conforme à la politique éditoriale de la revue, qui disait qu'elle se préoccupait de tous les facteurs biologiques, psychosociaux, psychanalytiques, etc. C'était une revue, en fait, scientifique de l'APA, section enfants-adolescents. Donc, une revue très prestigieuse. Hein? On est très bien coté si on publie là-dedans. Puis, en fait, il s'occupait principalement, effectivement, des médicaments, des questions diagnostiques. Le reste qui était très, très, très négligé, la question de l'observance et tout. Mais ce qui était le plus frappant, c'était la pauvreté de la rhétorique, pour reprendre ce qu'on disait au début. C'est tellement plate à lire, là, c'est épouvantable. 20 sujets, à qui j'ai fait ça, la méthodologie, tout est rentré, c'est préformaté. On n'entend jamais l'expérience des patients, on n'entend pas l'expérience des soignants, puis c'est ça qui est représentatif, en fait, de la discipline. Là. Si vous voulez avoir du fun, il faut vraiment aller lire d'autres choses. Alors ça c'est assez triste, puis c'est un risque. Je pense qu'on voit que cette tendance-là, malheureusement, elle pénètre toute la société. Donc, plus de dialogue entre l'employeur et l'employé, ça passe par dépression, l'assurance, peut-être avec un peu de chance, une ergothérapeute. Un ergothérapeute va vous accompagner au travail pour voir si c'est gérable. Mais, dans le fond, l'employeur aussi se prive de savoir, bien, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? Là? Pourquoi tout le monde part? On voit vraiment, quand on travaille dans les cliniques, qu'il y a des endroits très problématiques, puis les congés de maladie arrivent en masse.